Bonjour, très heureuse de nous retrouver parmi vous au sein de ce colloque sur la recherche qualitative. Je suis accompagnée de Morgane Leclerc, qui est doctorante à la faculté de droit, et je suis Christine Vézina, professeure à la faculté de droit aussi de l'Université Laval. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est vous présenter le fruit d'une réflexion sur l'apport de méthodologies innovatrices pour développer la recherche empirique sur le droit qui soit adaptée aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité. Cette réflexion nous a mené à rédiger un texte qui sera publié en 2021 dans un ouvrage collectif qui porte sur la recherche empirique sur le droit, sujet donc innovateur en quelque sorte dans le cadre de la recherche sur le droit au Québec. Cette publication donc sera publiée aux éditions de Thémis et sera accessible en libre accès. C'est un ouvrage qui est co-dirigé par les professeurs Dalia Gesualdi-Fecteau et Emmanuel Bernheim. Pour répondre aux exigences du colloque d'aujourd'hui, nous avons structuré notre présentation sur la base de 3 questions dans le but de rendre la chose un peu plus souple et dynamique. Donc, 3 questions-réponses sur lesquelles nous nous attarderons avec Morgane. Et ces 3 questions-réponses, en fait, nous serviront à démontrer le lien donc entre les perspectives théoriques que nous mobilisons pour penser le droit vivant dans sa dimension empirique et le concept d'adaptabilité méthodologique que nous avons développé dans le cadre de cette réflexion en nous inspirant des méthodes employées dans les sciences sociales et les sciences de la santé. Alors, pour initier notre formule question-réponse, je vais maintenant poser la première question à Morgane pour initier la discussion. Morgane, les perspectives théoriques que tu mobilises, ainsi que, de manière plus générale, ta posture épistémologique, t'ont conduit à repenser la manière dont sont construits tes protocoles de recherche sur le droit. Peux-tu nous présenter la théorie que tu mobilises pour tes recherches et le concept d'adaptabilité méthodologique qui est au cœur de notre réflexion? Oui, parfait. Merci Christine pour cette question. Juste en amont, je vais remettre un peu le contexte de mes recherches doctorales qui portent sur la sécurité semencière en Afrique de l'Ouest. Et je me permets donc de rappeler brièvement que l'objectif de mes recherches doctorales, c'est de proposer des outils juridiques innovants qui prennent mieux en compte la diversité des phénomènes normatifs locaux et la diversité des besoins des agriculteurs ouest-africains en termes de sécurité semencière. Je me suis rendue donc, au Burkina Faso et au Sénégal une première fois en 2018 pour des recherches exploratoires. Et à l'issue de ces recherches, j'ai choisi de me fonder sur le cadre conceptuel du pluralisme juridique pour poursuivre mes travaux. Et plus particulièrement, en fait, je m'appuie sur le courant institutionnel du pluralisme juridique. Je considère avec Jean-Guy Baillet et Guy Rocher notamment que des institutions étatiques et non étatiques peuvent sécréter un droit qui leur est propre. Vous voyez ici la définition qui est donnée par André Lajoie et ses collègues, selon laquelle une situation de pluralisme juridique peut être constatée par l'existence d'institutions suffisamment formelles pour être repérées par les intéressés à l'intérieur de la communauté et qui assumerait les 3 rôles, énonciation, interprétation et application à l'égard de ses membres vivant sur le territoire. Le pluralisme juridique fait l'objet de nombreux débats dans la littérature, que ce soit en droit ou en sciences sociales. Certains auteurs y voient le concept clé d'une vision postmoderne du droit, mais d'autres considèrent qu'il s'agit plutôt d'une démarche parmi d'autres, d'un instrument de lutte politique, voire même d'une folie conceptuelle. Me concernant, j'y vois un cadre conceptuel qui est adaptable, que le chercheur modèle par théorisation ancrée en tenant compte de sa thématique de recherche et de ses unités d'observation. Le pluralisme juridique m'a conduit en effet à l'interdisciplinarité, mais il m'a aussi encouragé donc à questionner de manière réflexive mes protocoles de recherche pour faire plus de place à une expression libérée et à une mobilisation des acteurs sociaux. Mes recherches doctorales se fondent
sur une observation participante, des entretiens semi-directifs et des récits de vie. J'aspire à employer des méthodologies plus innovantes pour des protocoles de recherche futurs, mais dans le cadre de mon doctorat, ça n'a pas été possible. J'emploie quand même pour la diffusion de mes résultats de recherche un médium artistique qui est la bande dessinée. Et je pense que ce médium va permettre de rendre mes résultats plus accessibles aux agriculteurs concernés ou aussi aux organisations paysannes qui mènent des actions de plaidoyer en Afrique de l'Ouest. Un point sur lequel j'aurais envie de rebondir ici, hein, c'est le fait que, bon, ici, Morgane nous parle de ses travaux ancrés dans la théorie du pluralisme juridique et on va voir que c'est cette approche théorique, en fait, qui la motive à développer des outils méthodologiques qui lui donnent accès aux réalités du terrain pour voir comment est-ce que le droit peut s'exprimer à travers cette approche du pluralisme juridique. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, il n'y a pas que cette théorie qui peut mener à ce souci d'adapter les outils méthodologiques aux réalités du terrain. Donc, différentes approches théoriques qui visent à saisir le droit dans toute sa dimension empirique peuvent mener à ce cheminement. En ce qui me concerne, par exemple, présentement, je fais une recherche sur la culture juridique des droits de la personne. Et donc, c'est aussi une perspective socio-juridique sur le droit qui repose sur la compréhension des représentations, des pratiques, des valeurs des acteurs qui se saisissent des droits de la personne. Et dans le cadre de cette recherche, lorsque j'aurai à documenter la culture juridique des droits de la personne telle qu'elle est vécue chez les personnes en situation de vulnérabilité qui subissent en quelque sorte certains effets du droit, eh bien, je serai animée par ce concept d'adaptabilité méthodologique pour être en mesure d'aller puiser à même l'expérience vécue des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, Christine et moi aimerions vous proposer comme une première définition peut-être du concept d'adaptabilité méthodologique tel qu'on l'a conçu. Et donc, l'adaptabilité méthodologique, selon nous, renvoie à la créativité épistémologique dont font preuve les chercheurs lorsqu'ils arriment leurs outils de collecte de données, leurs méthodes d'analyse et leurs stratégies de mobilisation des résultats aux réalités des participants. Dans la recherche sur le droit, l'adaptabilité méthodologique suppose notamment que les juristes limitent l'aspect directif ou formel de leurs échanges et qu'ils s'adaptent au style de communication de leurs interlocuteurs. Et dans cette optique, nous avons identifié 4 méthodes qui nous paraissent tout à fait innovantes et adaptées pour des recherches empiriques sur le droit, visant autant l'avancement des connaissances juridiques que l'émancipation individuelle et collective des personnes en situation de vulnérabilité. Et donc, je vais laisser Christine Vezida, si elle veut bien, nous présenter une de ces méthodologies avec comme question complémentaire de nous expliquer, peux-tu nous expliquer quels sont les avantages qu'offre cette méthodologie ces méthodologies pour des recherches empiriques sur le droit avec des personnes en situation de vulnérabilité? Merci Morgane. Alors, dans un monde idéal, j'aurais voulu, en m'appuyant sur le texte que nous avons rédigé, j'aurais voulu aller présenter de manière détaillée chacune des méthodes que nous avons identifiées qui nous semblent particulièrement innovantes et adaptées aux réalités des personnes sur le terrain. Le temps nous presse, alors je vais me limiter à illustrer une de ces méthodes. Je vais prendre l'exemple de la cartographie corporelle. Mais sachez que dans le cadre de notre réflexion, nous avons donc étudié la méthode de la cartographie corporelle, celle du dessin-entretien, le théâtre-forum et le photo-voix. Et à travers donc l'étude de ces différentes méthodes, ce qui nous est apparu le plus central comme aspect, c'est la possibilité d'élargir le cadre dans lequel on évolue pour entrer en contact avec la réalité des participants co-chercheurs aux recherches, donc d'opter pour des outils moins directifs et à travers le médium artistique notamment, d'être capable de dépasser les limites associées au langage pour avoir accès aux réalités vécues des gens, ici dans le contexte de la recherche sur le droit,
aux réalités vécues par les personnes, par les collectivités, par les communautés à l'égard du droit. Cartographie corporelle, c'est une méthode participative qui a été initialement développée en Afrique du Sud pour représenter l'expérience des femmes vivant avec le VIH. Cette méthode permet de créer un espace réflexif approprié au dévoilement de l'histoire personnelle et du monde dans lequel cette histoire se déploie. Au niveau de la technique, vous le voyez ici sur le diapo, il s'agit de procéder par le tracé du corps en taille réelle et d'utiliser différentes techniques mixtes pour illustrer sur le corps les représentations des participants. Cette méthode permet de documenter les expériences de vie liées au corps et de mettre en lumière les intersections entre cette expérience de vie et les facteurs contextuels qui influencent la santé et le bien-être des participants co-chercheurs. Dans ce sens, la méthode facilite l'accès aux représentations et aux modèles explicatifs propres aux personnes elles-mêmes, de manière moins directive que dans le cadre d'entretiens semi-dirigés. Donc, on voit ici, à titre d'illustration, comment est-ce que dans ce type de méthode, que nous qualifions de méthode adaptée aux réalités des situations, aux réalités des participants co-chercheurs, on voit à quel point il y a une certaine forme de mise en retrait du chercheur pour permettre aux participants de prendre toute la place pour faire valoir, pour expliciter leur expérience vécue du droit. Et c'est cet élément-là, principalement, que nous jugeons crucial dans le développement de la recherche empirique sur le droit. Parce que, selon nous, ce type de méthode peut apporter une véritable valeur ajoutée à la compréhension du phénomène empirique qu'est le droit, pour deux raisons principalement. Premièrement, et je dois dire aussi qu'il y a une spécificité qui est propre au droit aussi, qui fait en sorte que notre intérêt est encore plus fort quant à ces méthodes adaptées aux réalités du terrain. Vous le savez, le droit, a été longtemps qualifié et est encore qualifié par certains auteurs d'outils de domination. Que l'on partage ou non cette vision, il n'en demeure pas moins que le droit est véritablement un outil de pouvoir. Et dans ce sens, le droit peut créer de l'exclusion sociale, peut créer de la marginalisation. Et compte tenu de ces particularités propres à l'objet droit, il est d'autant plus important, à notre sens, d'être en mesure de créer des protocoles de recherche où on est capable de sortir un peu du rapport savoir-pouvoir, puisque les participants, en fait, se retrouvent à la fois soumis au pouvoir du droit et au pouvoir des exigences de la recherche académique. Donc, c'est ce qui nous anime dans la démarche. Donc, revenons à cette valeur ajoutée. Pourquoi est-ce que l'adaptabilité méthodologique nous semble offrir une valeur ajoutée lorsque vient le temps de développer de la recherche sur le droit, de la recherche empirique sur le droit? D'abord, pour dépasser, en quelque sorte, les carcans associés au droit et aux méthodes plus classiques, comme les entretiens semi-dirigés. Parce que, selon nous, les méthodes adaptées aux réalités des participants co-chercheurs permettent davantage de libérer la parole de ces participants, de libérer leur parole par rapport à ce qui est vécu en lien avec le droit applicable, de donner accès aussi à une compréhension en profondeur de l'expérience vécue du droit. Donc, au final, le fait d'adapter les méthodes aux réalités du terrain permet de créer des espaces individuels, collectifs, qui sont réflexifs, de créer un temps lent qui permet véritablement aux participants de demeurer en pleine possession de leur subjectivité, de s'exprimer sur ce qui les concerne profondément, et ce qui permet
aux chercheurs d'avoir accès à une compréhension en profondeur de ce que le droit fait au corps, aux esprits et aux conditions matérielles de vie. Donc, premier élément qui offre une valeur ajoutée, cet accès à l'expérience vécue du droit. Deuxième élément qui, quant à nous, constitue une valeur ajoutée de ce type de recherche, le fait que ces méthodes soient porteuses d'autocapacitation juridique, d'empowerment en quelque sorte. Le recours à ces méthodes peut permettre en effet aux participants de mieux comprendre la réalité juridique dans laquelle ils se trouvent, de mieux comprendre les rapports qu'ils entretiennent, qu'ils soient subis ou volontaires par rapport au droit, de développer une perspective critique face à cette situation et voire même à identifier des solutions face aux problèmes qu'impose le droit en quelque sorte. Donc, la recherche permet aux participants de devenir un sujet actif, de pouvoir parler, de nommer la réalité juridique dans laquelle ils se retrouvent et voire même d'agir sur cette situation. C'est donc un espace de reconnaissance qui est créé, reconnaissance de ce vécu, qui permet non seulement un partage discursif entre les différents participants co-chercheurs, mais qui forme en quelque sorte un véritable exercice de socialisation juridique critique. Et dans ce sens, on estime qu'il y a possibilité d'une prise de conscience des possibilités d'action sur le droit. Et ce qui m'amène d'ailleurs, compte tenu de cette valeur ajoutée, à dire qu'en quelque sorte, cette volonté d'adapter les outils méthodologiques aux réalités des participants pour accéder donc à cette expérience vécue et pour créer des conditions propices à l'empowerment juridique se rapproche en quelque sorte, bien sûr, de la notion de recherche engagée. Et donc, ce qui m'amène à poser ma dernière et ultime question à Morgane. Morgane, en favorisant des passerelles entre les chercheurs, les personnes en situation de vulnérabilité et le droit, l'adaptabilité méthodologique n'est-elle pas au final une manifestation de l'engagement du chercheur? Merci Christine pour cette question. Je crois en effet, oui, que c'est une manifestation de l'engagement des chercheurs, que les méthodes adaptées et plus largement l'adaptabilité méthodologique demandent un engagement des chercheurs qui vont désormais considérer les acteurs sociaux déjà non plus seulement comme des participants, mais aussi comme des co-chercheurs. L'adaptabilité méthodologique aussi implique, on l'a vu, donc d'adopter des approches abductives et des méthodes adaptées qui sont peut-être assez peu accessibles aux juristes. Et je voudrais ici rappeler que les juristes sont généralement peu habitués aux enjeux méthodologiques des recherches empiriques et à la littérature y afférente. Finalement, l'adaptabilité méthodologique appelle les juristes à une prise de risque, à faire preuve de créativité, ce qui est un défi de taille, compte tenu qu'ils s'éloignent alors des méthodologies classiques qui leur ont été enseignées. L'effort est quand même d'importance, car on a essayé de bien vous le montrer, quoi, en valorisant les processus autant que les résultats. Les méthodes innovantes favorisent des espaces collectifs et réflexifs et l'émergence d'un savoir relationnel sur le droit. Et tout ça est prometteur donc, pour les recherches sur le droit avec des personnes en situation de vulnérabilité. L'adaptabilité méthodologique invite les chercheurs qui réalisent des recherches sur le droit à conjuguer intimement dogmatisme et empirisme, c'est-à-dire à documenter et analyser les décalages entre le droit d'une part et la vie du droit d'autre part. L'adaptabilité méthodologique peut ainsi aboutir à identifier des vides, à proposer des réformes impliquant des outils novateurs et adaptés aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité. Elle permet, en tout état de cause, de questionner sous un nouvel angle le sens de ce qui fait droit dans nos sociétés. Voilà le beau programme auquel nous sommes attachés, Christine et moi. Et nous espérons que cette brève conférence vous a plu. On est impatients de vous retrouver pour le vendredi 5 novembre pour d'intéressantes discussions.
5 décembre, ma chère Morgane, si je ne m'abuse. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci, Morgane, et au plaisir de discuter avec vous. Au revoir.